Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci de nous retrouver à la fois en présence dans cette salle au forum European Lab et puis bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent à distance. On est très très heureux de cette rencontre aujourd'hui. On est dans le cadre des 10 ans du forum European Lab, projet que nous avons lancé avec l'association Artifarty pour parler culture, Europe, démocratie, transformation de nos sociétés il y a une dizaine d'années, dont on se réjouit encore aujourd'hui de l'existence. On a fait 26 forums un peu partout, à Lyon, en France, à Bruxelles, un peu ailleurs en Europe et au-delà. Le thème de cette édition, la bataille des récits. Depuis 2 jours, nous accueillons de nombreux panels et de nombreuses discussions et rencontres autour de ce thème. Et aujourd'hui, on a le très très grand plaisir d'accueillir Laurent Godet et Anne de Boissy, que je vais vous présenter brièvement en introduction de cette rencontre que j'ai le plaisir de modérer. Alors c'est un exercice que je ne fais pas très souvent. Je laisse d'habitude ce privilège à Anne-Caroline Jambeau qui travaille à la direction du pôle idée d'Artifarty. Mais je suis quand même très très heureux de le faire aujourd'hui. Donc d'accueillir Laurent Godet, auteur de théâtre, de romans, de nouvelles, de poésie, près d'une trentaine d'ouvrages publiés chez Actes Sud, avec une magnifique d'ailleurs fidélité à cette maison d'édition arlésienne, traduit dans le monde entier. Dont en avril dernier un récent ouvrage, la dernière nuit du monde, prix Goncourt des lycéens et prix des libraires avec La mort du roi de Songor, publié en 2002, prix Goncourt pour le roman Le soleil d'Escorta en 2004. Laurent Godet est aussi un auteur qui est sur le terrain. Il s'est rendu dans les camps de réfugiés au Kurdistan irakien, dans la jungle de Calais, à Haïti également. En 2019, il publie un long poème qui s'appelle Nous, l'Europe, banquet des peuples, qui remporte le prix du livre européen. Et la même année, ce texte est créé au festival IN d'Avignon dans une mise en scène de Roland Ozay. Et c'est bien de ce texte-là dont nous allons parler aujourd'hui et dont nous allons avoir le plaisir d'entendre même des extraits. C'est la raison pour laquelle nous avons invité Anne de Boissy, que je me réjouis également d'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Anne de Boissy est comédienne, metteuse en scène, formatrice au sein du collectif de théâtre Les 3-8, qui dirige le nouveau théâtre du 8e de Lyon, NTH8, ainsi qu'au sein des compagnies Y, de l'Harmonie communale, La Volière et des Transformateurs. Anne de Boissy également conduit depuis 15 ans des projets bilingues qui rassemblent au sein d'une même création ce qu'elle appelle nos 2 langues françaises. C'est comme ça qu'elle m'a suggéré de le présenter, le français et la langue des signes française. Quelques mots sur le livre dont nous allons parler aujourd'hui, avant de tout de suite donner la parole et commencer le dialogue avec Laurent Godet. Ce livre, Nous l'Europe, banquet des peuples, de Laurent Godet, a réussi un exploit, et c'est tout au cœur, j'allais dire, de la thématique de la bataille des récits qui nous occupe cette semaine. L'exploit, c'est faire de l'Europe un récit captivant. Un projet ardent donné à une Europe qui s'est construite à distance de la passion des peuples, le souffle et l'élan d'une épopée. Ce récit en prose poétique raconte de façon magistrale comment l'Europe a mangé le monde en voulant l'éclairer, comment les Lumières, l'idéal démocratique, la Déclaration universelle des droits de l'homme se sont accompagnées de la colonisation prédatrice, de la vitesse de la révolution industrielle, du pillage des ressources de notre planète, de la mort de l'homme avec la Shoah. Ce livre que nous avons tous beaucoup aimé dans l'équipe du pôle idée de European Lab, et qui est un livre un peu devenu un livre de chevet que nous avons lu, relu et qui reste très présent, est un livre passionnant qui nous emmène dans cette histoire tumultueuse, qui questionne ce que l'on pourrait qualifier d'humanisme inquiet, et qui appelle à une Europe des peuples, qui offre à nouveau pour le monde entier, c'est les derniers mots de ce livre qui nous seront lus tout à l'heure, le visage lumineux de l'audace, de l'espoir, de l'esprit et de la liberté. Pour commencer cet échange, je vais demander à Laurent Godet, c'est un sujet je crois qui l'intéresse beaucoup, peut-être de nous donner un peu son point de vue sur ce que c'est que cette fameuse bataille des récits, et sur ce que nous avons donc mis au cœur de ce forum, avec quelques
quelques petites questions peut-être annexes. C'est qui raconte l'histoire, pourquoi, et puis une question de forme peut-être. Pourquoi est-ce que ce livre, Nous l'Europe, banquet des peuples, a été... pourquoi vous l'avez pensé sous la forme d'un poème, d'un long poème, plutôt par exemple que sous la forme d'un essai? Eh bien, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes là dans la salle et à ceux qui nous regardent et nous écoutent à distance. Merci de cette invitation. Effectivement, je trouve ce titre, La bataille des récits, extrêmement stimulant et intéressant. Et si vous voulez bien, juste pour en dire deux mots, il y a, le titre annonce d'abord une pluralité. Il y aurait donc des récits. Et pas uniquement un seul, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle. Et parfois, ces récits-là sont en concurrence ou en affrontement direct, ce qui nous invite aussi à penser qu'il y a un enjeu important. Il n'y aurait pas de bataille s'il n'y a pas d'enjeu. Donc, quel est l'enjeu de cette bataille-là? Pourquoi est-ce qu'il y a bataille s'il y a bataille? Tout ça me semble assez opérant quand on rapproche cette problématique-là de la question de la construction européenne. Je fais juste une toute petite digression pour poser les choses. Je vais beaucoup dire l'Europe, mais en fait, à chaque fois que je dis l'Europe, il faut entendre la construction européenne, puisque Nous l'Europe, effectivement, n'est pas un livre qui retrace l'histoire de l'Europe depuis l'Antiquité grecque, mais qui s'attache plus particulièrement vraiment à cette histoire contemporaine, moderne, assez récente finalement, de la construction de l'Union européenne. Et ça m'amène juste à un premier point par rapport à cette question de la bataille des récits, c'est que il me semble, au fond il m'a semblé, même si je ne me le suis pas formulé comme ça au moment où j'ai commencé ce livre, mais maintenant en le mettant en friction avec ce titre-là, La bataille des récits, il me semble que le premier enjeu, et j'allais dire le premier ennemi pour qui veut tenter de raconter la construction européenne, c'est pas un autre récit ou c'est pas d'autres récits au pluriel, c'est d'abord l'absence totale de récit. Et ça, au fond, c'est effectivement mon point de départ. Je me suis dit, pour le dire un peu trivialement, pourquoi est-ce que ce sujet, si riche historiquement parlant, si passionnant d'un point de vue des enjeux politiques qu'il recoupe, est aussi chiant et, pour le dire un peu bêtement, oui, ennuie tant les citoyens que nous sommes. Et de fait, l'absence de récit européen, en tout cas l'absence pas totale, mais le peu de récits européens nous raconte aussi ça. C'est que le premier obstacle, c'est juste l'ennui, c'est le désintérêt, et c'est, si on va du côté du politique, l'abstention en fait. Mais on voit bien qu'il y a une abstention du récit, aussi, qui est de ne pas se raconter, de ne pas raconter ça, de ne pas considérer que cette histoire contemporaine est une matière possible pour des récits. Et quand je dis récits, ça pourrait être des romans, des poèmes. Voilà. C'est d'autant plus paradoxal, et je finis juste avec ça, qu'il me semble que tout le monde s'accorde à dire que, pris par morceaux, si on fait des tranches d'histoire, alors chaque tranche est passionnante. Il y a des films sur 14-18, il y a des romans sur 14-18, il y a des séries sur chacune des étapes de notre histoire récente, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, mais même si on continue sur la séparation en deux blocs dans l'Europe, tout ces épisodes-là historiques ont nourri énormément de fiction et énormément de récits. Ce qu'il manque, c'est un espèce de geste qui tenterait de dézoomer pour prendre avec peut-être plus de recul les choses et raconter dans son ensemble l'histoire européenne. Et ça me semble très singulier parce qu'en fait, c'est passionnant quand on regarde bout par bout et ça ne l'est plus quand on essaie de raconter la totalité de la chose. C'est un paradoxe qui continue aujourd'hui à me questionner. Pourquoi? Personne ne met en doute le fait qu'il y a de la tragédie, de l'épopée, de la tension, pardon d'employer des mots qui sont de l'ordre de la fiction, mais de la dramaturgie dans tel ou tel épisode de notre histoire européenne. Et si vous mettez à bout tous ces épisodes-là, en fait, ça constitue la totalité de notre aventure. Mais simplement, le geste, dans sa globalité, est peu raconté. Et donc, voilà, je suis parti de là, en me disant qu'il y avait là un enjeu intéressant. Est-ce qu'on peut raconter de manière si possible passionnante, je ne sais pas si j'ai réussi, mais notre histoire européenne. Si oui, comment est-ce qu'on le fait? Et
Et voilà, ce qui m'a amené à faire un certain nombre de choix, effectivement, dans la forme. Et donc, je peux en dire 2 mots pour continuer, parce que Vincent a posé la question de pourquoi ces mots-là. C'est vrai que assez vite, il m'est apparu d'abord que je n'allais pas pouvoir le faire comme ce que je ne suis pas, c'est-à-dire comme un essayiste ou comme un intellectuel, et que si je décidais de relever ce défi personnel du récit, il fallait que j'amène le récit dans mes terres à moi, qui sont les terres de la fiction, qui sont les terres du roman, ou du poème, ou du théâtre, j'aurais pu. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette forme-là un peu particulière, effectivement, d'un long poème narratif. C'était une manière pour moi de rester sur mon territoire, de ne pas jouer à quelque chose que j'aurais mal fait et que tant d'autres font beaucoup mieux que moi. Et puis surtout, c'était essayer d'éviter le syndrome fiche de Sciences Po sur l'Europe, parce que moi, j'aurais été un peu cantonné à ça. Et puis, il y a une dernière raison, c'est que je crois que dans cette question de l'abstention dont je parlais, l'abstention du récit, le fait qu'il n'y a pas de récit, très peu finalement de récits européens, il y en a un petit peu, mais alors il est pris en charge par le récit politique, ou le récit journalistique aussi, c'est très bien, je n'ai rien contre, mais la fiction a d'autres mots à utiliser. Et quand je dis d'autres mots, c'est vraiment très précis, c'est-à-dire qu'il y a un autre champ lexical. Quand on écrit un poème comme Nous l'Europe, on a le droit d'être lyrique, ça n'est pas interdit. Après, ça peut être plus ou moins bien vu, malvenu, pardon, mais ça n'est pas interdit. La langue le porte cette possibilité. J'ai le droit d'être dans la célébration, j'ai le droit d'être dans la malédiction, j'ai le droit d'être dans le lyrisme, d'être dans l'épique, toute chose qui serait peut-être un peu périlleux ou étrange dans un discours politique ou dans un discours journalistique. Donc j'avais aussi envie d'amener cette nature et cette couleur de mots à la question européenne. Parce que pour finir juste et faire une petite boucle avec la première remarque sur l'Europe comme sujet ennuyeux, c'est qu'au fond, je ne saurais pas vous dire si il n'y a pas de récit parce que la construction européenne est un sujet ennuyeux, ou si c'est parce qu'il n'y a pas de récit que la construction européenne est ennuyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi parce qu'on n'y va pas et qu'on ne la raconte pas avec élan, passion, que peut-être elle s'est asséchée et que peut-être elle n'est que un dispositif langagier, journalistique et politique. Donc c'est là où je crois qu'il y a un enjeu assez fort pour le monde artistique de manière très globale, les cinéastes, les peintres, tout le monde, c'est que s'emparer de ce sujet-là et en faire un sujet possible pour son art, c'est aussi décider qu'après tout, il n'y a pas de raison d'être condamné à cette sécheresse. La question du récit, c'est aussi de dire d'où on parle, aussi de quel moment on parle. On est dans un moment assez intense. Alors je dois dire d'ailleurs, et j'espère qu'on arrivera à susciter un peu d'enthousiasme, un peu d'optimisme dans cette discussion et d'ici la fin du forum, parce que depuis qu'on l'a commencé, on voit beaucoup d'horizons sombres, de discussions très inquiètes, très, très lourdes. Depuis la sortie du livre, donc, qui a été écrit il y a 3 ans à peu près et publié il y a 2 ans, en 2019, comment est-ce que votre réflexion a évolué déjà, et comment est-ce que vous qualifieriez le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, sachant qu'il y a eu depuis la fin désastreuse du mandat de Trump et puis l'élection de Biden, il y a eu évidemment l'entrée en action opérante entre guillemets du Brexit. Et puis d'autres moments liés à la crise Covid, notamment de mutualisation de la dette, par exemple, au niveau européen, une action commune de l'Europe sur les vaccins. Donc on voit à la fois une tentation de reproduire de l'Europe, de voir que notre continent, le projet politique européen peut-être dire quelque chose au reste du monde, et en même temps un moment très anxiogène. Est-ce que votre réflexion, depuis la publication de ce livre, a évolué en fonction aussi des aléas du monde? Oui, nécessairement. Enfin, je pense que la crise de cette pandémie a simplement, vis-à-vis de la question européenne, a fonctionné comme un énorme révélateur à la fois de nos forces et de nos faiblesses. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça a souligné tout ce que nous sommes. Ça a donc souligné à la fois notre lenteur,
nous Européens, par rapport à la prise de décision, par rapport à la nécessité de répondre de manière urgente et efficace à un élément extérieur qui vient nous agresser. La lenteur fait partie de notre fonctionnement et dans un cas comme celui qu'on vient de traverser pendant 1 an et demi, là, c'est un facteur effectivement aggravant. Elle a aussi souligné notre penchant immédiat pour revenir aux vieilles luttes nationales. Je pense là à la polémique des tarmacs d'aéroports où tout d'un coup les pays se volent les cargaisons de masques ou de vaccins. Enfin, ces choses-là sont apparues, mais en fait c'est parce qu'elles existent. Donc ça n'a fait que faire apparaître encore plus fort ce qui existe déjà. Et puis il y a eu aussi effectivement la mutualisation de la dette, la solidarité sur les commandes, parce qu'il y a certains pays européens qui seraient très mal lotis aujourd'hui en termes de vaccins s'il n'y avait pas eu cette décision de commande collective. Donc je crois que de ce point de vue-là, on a simplement pu faire si on avait encore besoin de le faire, un bilan de nos forces et de nos faiblesses. Il y a une chose qui me semble, pour répondre à ta question, il y a une chose qui me semble être en suspens, qui est en tout cas une interrogation pour moi. Je crois qu'il y a une génération, tous les moins de 25 ans, si je ne dis pas de bêtises par rapport aux dates, qui ont vécu là, pour la première fois de leur existence, le retour à la frontière de manière extrêmement forte, de manière extrêmement contraignante. Moi, je fais partie d'une génération qui avait vécu ces frontières-là, la nécessité d'avoir un passeport quand on veut aller en Belgique ou en Allemagne, le fait même de changer de monnaie, vous vous rendez compte, ça ne parle même plus aux plus jeunes, mais alors on n'est pas revenu aux monnaies, mais par contre, passer d'un pays à l'autre, même les pays limitrophes, même les pays européens, ça tout d'un coup, il y a des jeunes gens, et j'en vois sûrement dans cette salle, qui ont fait cette expérience pour la première fois. Ah, ça n'est pas si simple, donc on a été frappé dans notre mobilité européenne, alors que pour toute une génération, elle était acquise, parce qu'elle était simplement là depuis la naissance, en fait. Ça crée pour moi une vraie interrogation, c'est est-ce qu'il va y avoir du coup une réaction notamment de cette génération, mais y compris des plus vieux comme moi. Moi, je peux vous dire que j'ai détesté ça et que je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir à l'étape d'avant. Mais je suis assez curieux de voir comment est-ce que cette génération qui l'a éprouvé pour la première fois va réagir. Est-ce que du coup, c'est une expérience qui va l'accompagner dans sa démarche citoyenne, notamment par rapport aux prochains votes qui auront lieu, de remettre, de ressentir à nouveau l'importance de cette mobilité, que ce soit du coup un facteur de décision dans ses choix politiques, ou pas du tout, ou est-ce que du coup cette génération a fait l'expérience de la géographie limitée, s'en est trouvée finalement heureuse, j'ose pas le croire, mais en tout cas finalement pas si contrainte, je ne sais pas. Ça c'est une vraie question et je pense qu'il y a quelque chose qui va se jouer là sur les années à venir en fait. À quel point on veut s'accrocher à ce qui avait été acquis et ce qu'on a perdu, parce que j'en finis avec ça, je crois que nous sortons c'est une évidence de le dire, mais d'une longue privation de liberté en fait. Alors c'est peut-être pas terminé, mais il y a eu une espèce de règne de l'état d'urgence. On en sort, en ce qui me concerne en tout cas, rincé, épuisé, en colère parfois. Et c'est vrai que peut-être ça sera à mettre au crédit du désir d'Europe que nous avons, c'est-à-dire qu'il soit à nouveau synonyme de mobilité, de liberté, parce que c'est ce qu'il était avant. Et c'est ce qui, tout d'un coup, s'est évanoui. Pas uniquement chez nous, bien sûr, mais nous, à nous de le remettre au centre du dispositif européen que nous voulons. Est-ce qu'on a 3 secondes? Non, parce que j'ai un peu l'esprit d'escalier, je suis lent, mais pour finir juste de répondre à la question des récits pluriels, parce que j'ai mis de côté en parlant d'abord du non-récit et de l'abstention, je ne veux pas être trop long, mais je suis obligé de vous dire juste, du coup, mon récit à moi d'Europe, puisque la question a été posée, qui parle et pourquoi est-ce qu'on parle, il est juste à l'endroit de justement vouloir non pas faire un acte de propagande pour l'Union européenne, il ne s'agit pas de ça, je n'ai jamais eu ce désir-là, mais par contre, effectivement, de parler d'un endroit qui pourrait dire et assumer de dire que l'Europe est une aventure, ce qui déjà n'est pas une évidence, ensuite que c'est une aventure épique, et je mets dans ce mot toute la fièvre, tout le souffle, la distorsion qu'il y a. C'est de l'épopée contemporaine. Et enfin, et pourquoi pas, dire que cette aventure, nous en sommes aujourd'hui les héritiers, certes, mais aussi ceux qui doivent en faire quelque chose. Et donc voilà, c'est mon point de parole par rapport à
au récit européen, il est là. Après, sur tel ou tel détail de l'histoire, on peut être d'accord avec moi dans Nous l'Europe ou pas, mais d'une manière globale, c'était le désir de dire oui, on peut parler de l'Europe de manière épique, oui, de manière pourquoi pas lyrique, et c'est ce que je vais tenter de faire. Et juste pour finir sur les autres récits, ceux avec qui je rentrerai volontiers en bataille, mais peut-être on n'a pas le temps de les égrener tous parce qu'il y en a beaucoup, mais juste pour en dire quelques-uns, parce que les nommer, c'est déjà les désigner. Je veux dire que le récit, qu'est-ce que ça veut dire que raconter? Je crois que, et je suis bien placé pour le savoir en tant que romancier, raconter, c'est choisir, c'est ordonner, et c'est donc suggérer. Donc il faut être conscient de ça, le lecteur l'est, l'auteur sait très bien ce qu'il fait, donc même sur un matériau historique a priori un peu objectif, comme l'histoire européenne moderne, je n'ai fait que choisir, ordonner d'une certaine manière, et donc suggérer un certain nombre de choses. C'est là où tout d'un coup entre aussi ma subjectivité, mes valeurs, mon idéologie personnelle, bien sûr. Et donc ça vient effectivement en friction et heurter d'autres récits qui ont fait d'autres choix, à la fois d'organisation et aussi de désir de suggestion. Et j'en cite juste deux. C'est pas pour les renvoyer dans leur corde, c'est simplement pour dire que ce que je n'aime pas, c'est quand on a l'impression que les choses sont simples. Il y a un récit européen qui consiste à dire, par exemple, que l'Europe est un espace chrétien. Ça, c'est un récit européen qui existe, et je crois que c'est faux. Voilà. Je ne nie pas le fait que dans la plupart des pays européens, évidemment, la religion catholique est dominante, historiquement, et peut-être encore même dans les chiffres aujourd'hui, mais essayer de construire un récit chrétien de l'Europe, c'est un mensonge à bien des égards. D'abord parce que c'est nier l'importance et l'existence des populations qui ne sont pas chrétiennes, et je parle notamment des Juifs européens qui existaient, qui ont été massacrés, donc c'est important. Et puis aujourd'hui aussi, d'une autre population, entre guillemets, qui serait... il y a une Europe musulmane, ça existe, c'est terrible à dire, mais non. Dans la plupart des cas, on a l'impression que quand on dit ça, mais non, mais bien sûr que oui, il y a une Europe musulmane au sens où il y a énormément de musulmans qui vivent en Europe. Donc cette question de l'axe chrétien de l'Europe, il est souvent, je trouve, il s'empare de l'Europe, il essaye de poser comme évidence quelque chose qu'on peut ressentir comme évidemment une dominante historique, mais il me semble qu'il est à nuancer pour une raison très simple, c'est que, à mon avis, l'histoire de l'Europe vis-à-vis de la chrétienté n'est pas l'histoire du fait que c'est la religion qui écrase tout. Au contraire, ça serait peut-être même l'histoire d'un continent qui, au gré des siècles, a appris à diviser la religion du pouvoir. Au fond, moi, je me sens l'héritier de la séparation de l'Église et de l'État, pour le dire plus bêtement. Et puis juste, il y a un autre récit, mais on pourra revenir là-dessus, mais il y a un autre récit aussi qu'on entend beaucoup, c'est le récit, comment dire, disons de la souveraineté, c'est-à-dire que l'histoire européenne moderne serait une histoire de perte de souveraineté. Ça, c'est un récit... Alors, moi, je veux bien l'entendre et on pourrait en discuter, parce que d'une manière, c'est vrai, évidemment, on accepte de mettre en commun un certain nombre de choses, et donc on accepte, de fait, c'est l'expérience quotidienne de l'Europe, de ne pas décider de tout. Mais ce avec quoi j'ai plus de mal, c'est que cette position-là tend à vouloir nous faire ressentir, à nous, individuellement, que nous perdons du pouvoir. Or, c'est là où je crois qu'il y a un espèce de mensonge. Moi, je ne perds pas de pouvoir, je ne suis pas plus malheureux parce que tout d'un coup, un certain nombre de prises de décision ne se font pas uniquement à l'échelle de mon pays, mais de manière collégiale. Vous voyez, c'est ce récit-là aussi, en fait, de la perte de souveraineté qui est une réalité, mais qui tend à raconter un déclin, en fait, à la fois national et individuel. Nous sommes un peu moins forts qu'avant, donc vous êtes un peu moins heureux parce que vous êtes un peu moins omnipotent qu'avant. Là, je crois qu'il y a un glissement mensonger. Voilà, deux exemples de récits contre lesquels je me bats volontiers, en fait. Nous allons passer la parole à Anne de Boissy pour une première plongée dans le texte de Laurent Godet et donc un premier extrait de cet ouvrage. Chapitre 1. Si vieux, si jeune. Extrait. 1848 est notre date de naissance, et cela fait de nous des enfants barricades, nés dans un fouillis d'armoires, de charrettes, de tonneaux, de palissades et de fusils. Poussés encore, il faut que ça sorte, et tant pis si ça gémit.
l'Europe surgit en ces jours de 1848. Celle de Mazzini, de Friedrich Ecker et Gustav Struve, celle de Garibaldi, de Lajos Kossuth, de Ludwig Mierolowski et Ledru-Rollin. Une Europe de la nation, parce qu'alors, la nation, c'est l'affranchissement. C'est la chute des vieux rois coiffés comme des poupées de calèche. La nation, c'est l'unité d'un peuple autour d'une langue, d'une culture. Et les poètes mettent des mots sur cette colère qui gronde. Sándor Petőfi, Lamartine, Victor Hugo, Verdi même devient le nom d'un pays. Le romantisme a conquis l'Europe et il porte en lui l'énergie de la rébellion. Jeunesse, jeunesse. Sommes-nous vieux? Plus maintenant. Regardez, l'Europe se réveille et se secoue le dos. Elle a un beau visage échevelé et un appétit de nouveau-né. Une génération s'est mise debout. Le suffrage universel, la liberté de la presse, le vote des femmes, un peuple roi pour en finir avec le roi du peuple. Toutes ces idées ont couru de bouche en bouche et chacun les a gardées comme un précieux trésor. Elles seront là encore 20 ans plus tard, lorsque les États naîtront. L'Europe se dessine et se cherche, interroge son propre désir, secoue la royauté, la reprend, puis l'abandonne à nouveau. Ils ont pensé, rêvé, combattu, de Berlin à Paris, de Vienne à Genève. Ils se sont exilés à Londres ou Bruxelles, sont revenus dans leur pays, ont fui à nouveau dans l'Europe tout entière. Combien étaient-ils autour de Mazzini, les membres de Giovane Italia? 100? 1000? Giovane Europa, Giovane Germania, Giovane Ungheria, Giovane Polonia. Giovane est le nom du sursaut. Jeunesse. Jeunesse, c'est de cela dont nous avons besoin. 300 jeunes gens, 500 peut-être, dans chacun des pays de notre Union, reprenant l'héritage des Carbonari, réfléchissant non pas au possible, mais au rêve, cherchant des yeux ce qui n'existe pas encore, essayant de le nommer, puis de le brandir. Giovane Europa, 500 jeunes gens par pays, cela fait quelques milliers d'âmes, mais c'est un mouvement, une jeunesse qui se parle, se réunit, échange et espère davantage. C'est de cela que nous avons besoin, d'un désir réfractaire, ambitieux, inspirant. Giovane Europa, les pays apparaissent les uns après les autres, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. Ne croyez pas que ce soit des naissances applaudies, que l'on s'émerveille sur le poids et la bonne mine des nouveau-nés. Rien ne se fait facilement quand il s'agit des peuples et des frontières. Les bébés qui viennent de naître veulent qu'on leur fasse un peu de place et personne ne veut se pousser. Alors, tout se met à trembler. On s'agrippe par les cheveux, on s'annexe joyeusement et on se bat avec ardeur. Vous trouvez que nous vivons une période troublée? Vous sentez le souffle de l'histoire et il vous arrive d'avoir peur, de vous demander de quelle fièvre est prise notre époque? Vous vous effrayez de voir que, d'un coup, l'inquiétude devient l'humeur des peuples? Pensez à Hugo et à son exil. Pensez à Garibaldi qui a traversé l'Atlantique, s'est battu au Brésil, en Argentine, en Uruguay, le héros des deux mondes, épuisé d'une vie de blessures qui continue jusque dans ses vieux jours et lutte encore à Dijon, à l'âge de 64 ans, alors qu'il peine à monter sur son cheval. Il n'y a pas d'époque paisible. Chapitre 2, Charbon-Lumière, extrait. Après toi, c'est à moi, chacun son tour. L'Europe a un nouveau jeu, la parade du progrès. Après toi, c'est à moi, et ce sera plus haut, plus grand, plus étonnant. On s'active à Paris, tout doit être prêt pour 1855. On construit le palais de l'industrie, mais comme on est en France, mère des armes et tout ça, on ouvre aussi l'exposition aux artistes. Ils n'y ont pas pensé à ça, les Angliches. Alors on appelle Courbet, Ingres, Delacroix, faut que ça brille. Après toi, c'est à moi. À peine fini à Paris que l'Angleterre, déjà, veut rejouer ping-pong nerveux entre les capitales. 1862, Londres. 1867, Paris,
puis Vienne, puis Paris à nouveau, puis Bruxelles. Laisse-moi jouer, à mon tour, plus grand, plus fort. Paris construit le Grand Palais, Milan célèbre la percée du tunnel de Saint-Plon, le train toujours. On traverse les Alpes en banquette maintenant. Barcelone, les États-Unis, l'Australie. Après toi, c'est à moi. Tout le monde veut jouer. Concurrence dans tous les domaines. Paris est la plus goulue de toutes. Elle pourrait faire presque une exposition universelle par an pour laver l'affront de ne pas avoir été la première. Nous sommes nés de ces temps-là, de génie, d'activité frénétique, de concurrence outrancière, de patriotisme paternaliste. Ces temps de gueule de suie et de famine de chômeurs. Nous sommes nés de la grande rivalité. Chaque ville a voulu régner. Chaque ville a voulu inviter ses voisins à son propre sacre. On a construit une tour Eiffel et un métro. On a construit un cirque d'hiver et tout cela rayonne. L'Europe va vite, ça s'échauffe, aller plus loin, prendre l'ascendant, briller davantage. Ce qui compte entre Paris, Londres et Berlin, c'est la rivalité. Et elle est sans pitié. Merci infiniment. Donc on voit. Thank you very much. Dans ce texte, dans le caractère presque charnel de la violence. When we see this text, where there's something very charnel about it, when we're talking about speed, industrialization, when we're talking about coal, exploiting resources, men and women, and competition, ever been hungry for more and more, exodus to war, which were the chapters of this fantastic book here. The Shoah, immigration, emigration, all that raises the question of whom are we? Who are we? What have we inherited here? Who are our forefathers? We're all in this difficulty in defining this identity, but we feel this identity. How can we actually tell? How can you tell how we actually feel or are entitled to feel? I would say it belongs to our history. I established this link, which is why us as Zoa takes us time to tell our story, our storytelling regarding history here. And from that point of view, and I consider it may be possible that the only definition I've been able to come up with, if I talk about a European human being, is this continuous worried person here. There's a form of humanism by tradition here, great things in Europe, but very worrisome here, because I think that Europe is the place in the world where we've been so close to the end here. We've died several times here, and those who are born today are aware of it. Even if you're 20 years old and if you're European, we've got this kind of experience of being so close, I would say, to the fault here, to a chasm, to the abyss here. We are kind of old in our way that over history and recent history, we've been both victims here, but also the people harassing here. And if I consider two particular tragedies, and I'm talking about the Shoah, and also when you consider the period of enslaving here. We are both the hangmen and the oppressors, and at the same time victims here. And with the colonialism, it's led Europe down to what happened afterwards during the Second World War, when we considered the Shoah. Now, to have a look at our history is a way of saying who we actually are, including here a small digression in terms of certain events. When we say the First World War, Second World War, the Shoah, the separation of Europe between two blocks here, that's studied in books here. There are 2 points, however, which I see as being not necessarily not sufficiently studied or not well studied here. Colonialism, you can feel that when I was at high school, things were a lot better. But there's one thing that hasn't been established, this story
isn't told at European level. It's told at national level in France. We try and make an effort in saying what happened during the colonialism of France here, but we forget to say talk about other countries here. We're not talking about the Shoah, talking about the Holocaust, the Germans and the English here. And when it's perfectly clear, it's a Europe that threw itself on Europe. It's on Africa here. It's a global European movement here. And the other event that I think is not sufficiently dealt with is the question of generals here in Mediterranean countries here. We don't spend much time on that. I think it would be very important to restate to youth that not that long ago in Greece, in Spain, in Portugal, we had generals that were in power. There were dictatorships there because we tend to, it's probably due to the Cold War. It's not because of the Cold War, but it's used as an excuse. Talk about what happened in the Eastern Europe compared to Western Europe. In Eastern Europe, things were bad or unhappy. In Western Europe, everything was great. But we had a lot of fascism. We had a lot of dictatorships, be it in Portugal or in Spain or even in Greece here. And when we consider the populism that is gaining in terms of its importance and relevance, and then in terms of who are we as Europe, as Europeans? Well, I think we can also take things in a different way, and not a way of answering things from an historical point of view, but we consider individuals here. We were talking about that early on. In fact, the number of families in which there is that past history, a hybrid history, plural history, because we've got a grandmother who lives in Italy, or every summer we've been to Portugal to see grandparents or other parents. There's a kind of bilingualism within the family, or we tend to live right next to Germany or Belgium. There are a lot of us in Europe within our personal history, family history, we've got this plurality here. And for a reason that's very sad, we see identity from a purely competitive point of view here. We have to be that, and if we can't be that. The European experience shows these are circles that we can add on to each other. You can be French, but your origins can be Spanish here. If people ask me, who am I? And I'm not trying to establish anything here. I would say I'm Parisian because that's where I live, and I belong to that city. But considering my job, the first thing I should say, I'm a French-speaking, because I live in that particular language, in the French language, and then European for reasons of my trips, mobility, the places where I work. So I don't really see why I can't state that. So I'm a Parisian, French-speaking, European Parisian. That defines me much more so. Circles can add on to each other, can be complementary, can be overlapped here. We're always talking about an identity where we have to choose and where we're in competition with the rest here. No, we can add. We can one circle plus another circle plus another one. I'm a strong advocate of removing certain statues here. I don't see the problem here. I mean, to get rid of statues isn't necessarily a bad thing here. We need to get rid of questions or some of the statues here. I'm not telling you we should get rid of many pages of history. No, never. But to get rid of certain statues, why not? A statue is the question of celebration here. But every epoch, every time can decide what it wants to celebrate, what it wants to spit on. That's an exercise I'm doing in my book here, when I'm looking for who are our heroes and who are the bad guys here, who are really the sods here. And each period needs to consider who are their heroes? Us as Europeans, who are we going to be talking about? The names, what names are we going to give to our streets, etc., etc. I've got no problem with that, and on the contrary, I'm very much for it. I'm amazed to see that there are still statues of Leopold II, and even an avenue in Paris called Leopold II. I don't want people to totally get rid of the very name of Leopold II, but then to honor that person and to give him the name of a statue or of a street. No, that's not possible here. That leads us to the question of culture, because we're at the European Lab, and this is a forum that's highly focused on the culture. Now, can we
just talk briefly about the role of culture to building this identity, its role in the past, up to now, and probably consider a kind of relief we can establish in terms of building the North American identity when we consider the soft power. And when we had the impression of when we say we kind of bored when we hear about Europe, and Europe seems to be built using Excel spreadsheets and using different agreements here, whereas North America represents Batman and Tarantino here. Now, this sheer identity up to now, what Europe has been done in terms of coming up with a kind of culture, and what can happen in the future? That's a huge question here. Let's face it. It's difficult to specify an artistic gesture that's more so European than something else. There are more common points between a writer wherever he lives compared to between, I don't know, a writer and a plumber. I greatly appreciate plumbers here. I think the artistic gesture per se leads to a certain togetherness or fraternity. Certain notion of fraternity. We can recognize ourselves more so because we are facing the same issues, the same problems here. Probably what, from a political point of view, what culture may suggest, I've got the impression, now I may be a bit direct here. I think modern Europe, there are two major pitfalls here. We talk about one of them in length and not so much about the other one. The first pitfall, we hear a lot about it. Yes, but the EU is purely a union of trade and money. And we don't take advantage here. That's the idea that people are saying we're building something without really wanting it, but you've got no choice. A kind of Europe which works very well for big cities, Berlin, Paris, Barcelona, Madrid, Rome. It's fluid, things work pretty well. People live in those cities, go to the other cities because they've got the same buying power, and we see the same stores in all the cities anyway, and it seems to be leveling out here. That is a definite concern, and it is an issue because that's not what has me dream here. I want Rome to stay Rome, and I don't want it to be Brussels here. And we know fully well that's it's just a limited number of people who are interested in kind of Europe. There's another pitfall, and that's, how can I put it? We could call it like we saw in the Austrian and Hungarian world here in the previous Austrian-Hungarian Empire. For example, we are a bit more European in our practices. If I consider painters, choreographers, here, authors, there's a kind of mobility when things work, by the way, only, but there's a kind of interconnection between artists. We have this illusion where, in fact, we consider that our practices, our lives, it must be the same for everybody. Since that's how it works for us, it must be the same for everybody. I think culture needs to be extremely wary of this feeling it has at a given time, at a given impression that it's representative of how Europeans live on a daily basis. No, we need to ramp up the other form of mobility here, beef it up, that mobility that doesn't come from the artistic world, those of blue-collar workers, of teachers, or whatever. I mean, that's a definite risk. We end up living in a kind of bubble here, in a kind of Austro-Hungarian culture here, or society that is still living the kind of cliche of just ballroom dancing here, and just dancing on, and not realizing that everything's collapsing around them here. Now, I'm a child of the public theatre. It's the public theatre, public-funded theatre that was my driver. We got a great model of what culture should be about here. The old dream of Villars, of Vitesse, culture for everybody as a kind of ethics of the gesture itself here. Because if that isn't it, what is it? Is it just an ivory tower for privileged people? And culture, unfortunately, can be that. Culture is great. It is a sign of social oppression here, and this can lead to arrogance, looking down on people, to people who haven't been to such an exhibition, who haven't read those books here. The only way to break that
situation is to continue and to militate for a culture of sharing. It has to be a public good here, and it means great work from an educational point of view. Make sure that the venues, the cultural venues, don't exclude anybody here. And we need areas that can include people without representing a sort of exclusion, a kind of powerhouse here. And that's what Europe has been able to provide, because it's got the means and resources to do so, compared to other parts of the world that haven't got the means and resources. Europe has offered their artists their freedom here to be refractory, if they want to be refractory, even subversive, if they are in a counter-current situation, being in a minority situation, focusing on pure research. And it may seem quite abstract stating it in this particular way, but it requires a kind of battle in terms of who's going to broadcast culture, who's going to disseminate culture, who's going to pay for culture, where are we going to find culture. It's very concrete, very tangible as such. So Europe there has to invent a framework that should be an example. And an example, I think in France, we're pretty well endowed from that point of view, following the long law in terms of books here, the culture we have inherited following the years of Lang. Jacques Lang was the Minister of Culture in France. Now, certain of our European neighbors said, oh, you've got that in France, we haven't got that. And we can clearly see how we could actually make sure this becomes a kind of European cultural identity, and means we can spread it and disseminate it throughout the world. Now, this figure, which is amazing, was published by the CNL here, and which showed that there was many Euro-independent libraries, bookshops in France as there are in the whole of the United States. And that's something we should have as a banner here. We should display this, we defend it, and it should be a source of inspiration for the other European countries here. And what worked here won't necessarily work in other countries, but it could work, and year after year we could make sure that we have a kind of authority, a European authority of culture. And I'll end there. And it's a question of this Euro. What's the European project? If culture doesn't belong to the European project, that's an answer, of course. And it's going to be difficult to appreciate Europe. We'll come back to that. I'm going to stand the floor to Anne again for a second extract here, which she's going to read. Chapitre 5. Vite. Est-il temps de s'étourdir? Oui. De danser, de fumer, de crier, de peindre? Oui. Est-il temps d'envoyer paître le vieux monde pour descendre dans les caves à jazz où les heures ne comptent plus, d'écrire dans les cafés de Paris des poèmes qui sidéreront le monde? Oui. Est-il temps de dire non seulement plus jamais ça, mais de le vivre avec appétit et rester réfractaire à tout le reste? Oui, on a trop obéi depuis des siècles et ça n'a fait qu'agrandir les cimetières. Est-il temps de gesticuler, d'être inconvenant, de sourire large avec défi? Oui, je vous en prie, grand temps. L'Europe a besoin des seins de Joséphine Baker et des poèmes de Sandrars. L'Europe a besoin de la gouaille de cabaret de Brecht et des peintres de la Ruche. L'Europe a besoin de Najda, d'explorer les champs magnétiques et de toucher des yeux la nudité des femmes violons de Man Ray. Est-il temps de boire, d'être insoumis? Oui. Die Goldenen Zwanziger, The Roaring Twenties, faites vite, dépêchez-vous de rire. Finissez les bouteilles, enchaînez les toiles, les livres, les poèmes, vite. Dépêchez-vous de parcourir les rues folles de Paris et Berlin pour en sentir le pouls. Dépêchez-vous. La nuit est bruyante, pas seulement du son des trompettes, mais de notre propre tumulte. L'Europe apprend à se regarder à l'intérieur, et cela fait peur. C'est sans fond, mais cela rend ivre aussi. Le docteur Freud dessine des cartes étranges sur son divan couvert de plaid. Des cartes qui sont des labyrinthes de désirs, de refoulements, de pulsions et de terreurs. La nuit remue et nous sommes peuplés. Tout grouille.
dépêchez-vous d'aller voir l'opéra de Katsu au théâtre Anne Schwembawadam pour voir Lotte Lenya et Kurt Weill. Dépêchez-vous de traîner près de ce qu'Henry Miller appelait le nombril du monde, le carrefour Raspail, Vavin, Montparnasse, que tant de pas ont foulé, tant de doutes, d'exaltation, d'épuisement, tant de cafés ont été bu là, sur ces terrasses, pour ne pas se retrouver face à une solitude d'affamés. Dépêchez-vous. Déjà, on insulte. Déjà, la politique sent l'huile de ricin. Déjà, on qualifie des hommes de vermine. Vermine rouge, vermine juive, vermine sodomite. Et le 24 octobre 1929, tout s'écroule. L'Europe arrête de danser. La musique qui venait de New York vient de dérailler. Jeudi noir, puis mardi noir, pire encore, puis hiver noir, à ne plus pouvoir s'en relever, puis grande décennie noire qui fera trembler les peuples. Brouette d'argent et vie ruinée, l'Europe tue par-dessus tête, non pas de ses blessures, mais d'une hémorragie de billets. Et tout ce temps, les visages, les discours, les files de chômeurs grandissent. Dépêchez-vous encore de jouir si vous pouvez, mais déjà le cœur n'y est plus. L'ivresse a été de courte durée. Jamais la rue politique n'a été si violente. En Allemagne, en Italie, jamais autant de bagarres, d'intimidations, de coups de poing et de cassages de gueule. Jamais autant de vitrines brisées, de bureaux saccagés et de meurtres. Car on se met à tuer à nouveau, de façon ciblée, syndicalistes, opposants, journalistes, penseurs. On tue tout ce qui ressemble à de la démocratie et de l'intelligence. Et Rome s'habitue, Berlin s'habitue, presque un mort par jour. Matteotti, assassiné. Walter Rathenau, assassiné. Les frères Rosselli, assassinés. Tant d'autres qui n'ont plus de nom au regard de l'histoire. Elle est légère, l'histoire, ça l'ennuie vite, ces listes infinies de victimes. Elle brasse large et avance. On ne peut pas tous les retenir, ces noms. Il faut en prendre son parti. Parti national fasciste. Voilà ce qui vient. Et ça va vite. Mouvement des travailleurs nationaux socialistes, chanteurs à la main tendue, uniformes rutilants et faces tournées vers le guide. Oh, comme il est bon d'obéir à nouveau. Rien n'est plus beau que d'être à l'unisson, marquer le pas et bastonner l'ennemi. Vous sentez ? Une odeur nouvelle envahit les rues de Berlin. Le 10 mai 1933, sur l'Opernplatz, bûchers de livres, Brecht, Döblin, Freud, Marx, Mann, Zweig, Bücher-Verbrennung. On en fera un peu partout des montagnes de papier scandaleux, des montagnes d'auteurs juifs, pacifistes, dépravés, corrompus, des montagnes qui brûlent doucement tandis que la foule fait le salut bras tendus. Joseph Goebbels est là, craché sur son nom, et parle de purification. Il a peur que la culture décadente soit contagieuse. Il a raison sur ce point. Rien n'est plus contagieux que les livres. Alors, vous sentez ? À Bonn, Brême, Hanovre, Francfort, Heidelberg, Nuremberg, Rostock, Hambourg, les étudiants jettent au feu des chefs-d'œuvre avec ivresse. Ah, comme il est bon de n'être plus un individu, d'abdiquer son esprit, sa volonté, de se soumettre avidement, totalement au groupe, bras tendus comme les autres, et mieux qu'au groupe, au chef. Obéir aura été la grande affaire de l'humanité. Obéir et chanter. Il n'y a pas de meilleur moyen pour en venir au meurtre. Tout s'énerve et se tend. Pogrom, bastonnade. Jamais, depuis qu'il existe, le monde n'a été aussi globalement énervé, aussi intégralement excité. Il la sentait, Zweig, cette tension qui courait dans les villes et se propageait le long des routes. Le grand meurtre approche. Il a décidé de ses cibles. Le Münchener Post essaie de faire le compte des assassinés, vaille que vaille, pour défier Hitler. Le journal tient bon pendant une décennie, jusqu'au jour où les sections d'assaut fondent sur les bureaux et les saccagent. Tous les journalistes sont arrêtés et déportés. Le Münchener Post, désormais, sera un bâtiment vide, mausolée de mélancolie qui annonce les tourments de demain. Merci infiniment pour cette belle lecture. J'avoue que le choix des textes a été difficile parce qu'on avait envie de tout entendre et de tout lire dans
ce temps de rencontre, mais celui-ci était particulièrement important et fait écho à beaucoup de choses. Peut-être 2 mots, passion et raison. Revenir et arriver, puisqu'on se rapproche de la fin de cet échange, arriver vers ce banquet des peuples. La naissance de l'Europe, du projet européen se fait pour les peuples, mais sans les peuples. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette complexité qu'il y a à articuler le risque d'une Europe sans passion, le risque des débordements passionnels qui nous emmènent, comme on l'a entendu, dans des zones de très grand danger? Oui, peut-être juste pour préciser, donc effectivement, c'est un procès qui est fait à l'Union européenne et qui est vrai. Effectivement, à sa création, il a été plutôt choisi, on va dire, pour simplifier, de faire sans les peuples, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aujourd'hui les pères fondateurs de l'Europe étaient des hauts fonctionnaires des différents pays en question, se sont réunis comme on aurait pu se réunir à un sommet ou à un conseil d'administration et ont fait des choix politiques. Tout n'a pas été l'objet d'un référendum dans chaque pays à ce moment-là, c'était des politiques, enfin ça s'est joué autrement. On peut dire qu'il y a là un crime originel dont l'Europe ne se remet pas et qui justement définit cette espèce comment dire, de séparation ou de décollement entre le Bruxelles et ce que nous sommes. Je crois que c'est une vision là aussi un petit peu simpliste parce que, non pas que je veuille absolument défendre Bruxelles, ne croyez pas ça, mais c'est simplement que je crois que si on en revient à ce moment de création, justement, il faut peut-être le recontextualiser. On sort de ce qui vient d'être annoncé, c'est-à-dire on sort de l'hitlérisme, on sort de cette période absolument inouïe d'horreur, et tous les gens qui sont à cette table-là de la construction de la première communauté du charbon, etc., ont vu ce que c'était que l'aveuglement des peuples. Ils savent ce que c'est que les peuples quand ils se trompent. Ils l'ont vécu, ils l'ont traversé. Moi, je fais un parallèle très volontiers entre ce choix qui a été fait et, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais le brechtisme. Quand Brecht crée sa théorie de théâtre avec cette question de la distanciation, c'est une réponse à la même chose. C'est-à-dire, lui aussi, il dit « Je sais ce que c'est qu'un spectateur qui a décidé de ne plus faire appel à son intelligence, mais qui veut être uniquement dans la fascination. Je l'ai vu sur les places de mes villes, toutes ces foules qui défilent au pas, ce qu'on vient d'entendre. Et donc, Brecht, dans sa réflexion, dit « Ça n'est pas ce spectateur-là que je veux dans ma salle de théâtre. C'est un spectateur qui fait appel à son discernement, à son intelligence, qui n'oublie jamais surtout qu'il est au théâtre quand il est au théâtre. » Et il prend cette comparaison que je trouve toujours très drôle, comme un spectateur n'oublie pas qu'il est au stade de foot quand il regarde un match. Il le sait, mais ça ne l'empêche pas d'être passionné, de crier, mais il sait qu'il est en train de regarder un match de foot. Et donc Brecht, en gros, ne voit pas pourquoi ça ne serait pas la même chose dans sa salle de théâtre. Et je crois qu'il y a un rapport là, c'est que politiquement on a fait la même chose. On s'est dit il faut de la distanciation, il faut faire attention parce que si on demande des votes et si on en appelle surtout à l'humeur des peuples, en fait les gens en question étaient détraumatisés de l'humeur des peuples. Donc voilà, ça fait partie de la manière dont ça s'est joué au début. Probablement ont-ils eu raison de le faire comme ça, étant les hommes qu'ils étaient. Simplement, la difficulté, c'est qu'on voit bien que cette distance, au gré du temps, pose un problème et qu'il y a un moment donné où il faudra recoller la ferveur et même le désir des peuples avec le projet. Sinon c'est un projet qui flotte. De ce point de vue-là, je trouve que l'hymne européen est absolument symptomatique. C'est-à-dire que je n'ai rien contre Beethoven, c'est merveilleux, mais ça signe tellement, enfin, on a l'impression que quelqu'un a décidé dans un bureau que ça allait être ça. Quand on regarde dans les différents pays d'Europe, les hymnes nationaux, généralement, sont des hymnes qui ont été chantés dans les rues avant de devenir l'hymne. C'est généralement des chants de colère, des chants de rébellion face à un envahisseur, face à une situation. C'est comme ça qu'on aura un hymne européen. C'est quand il sera chanté par la rue. Personne ne va siffloter Beethoven dans les rues. Donc c'est assez symptomatique, je trouve, de manière un peu rigolote, de la manière dont ça s'est décidé. C'est-à-dire qu'on est là, effectivement, dans des choix qui sont des choix de bureau, et ça ne marchera pas sur le long terme. À un moment donné. Alors, ce qui me rend moi extrêmement comment dire,
prudent vis-à-vis de tout ça. C'est qu'il est bien facile de dire il faut, et je le fais d'ailleurs un petit peu moi-même dans Nous l'Europe, il faut revenir à la passion des peuples, parce que c'est la passion des peuples qui va nous porter l'utopie, le désir, l'envie de construire. Mais on voit bien que là, il y a des échos très forts avec notre époque, que ce soit avec Trump, que ce soit avec les populismes européens. On voit bien aussi comment est-ce que si on lâche trop du côté de la passion des peuples, alors on prend aussi le risque de partir pour 10, 15 ans, où non seulement on aura fait du surplace, mais on aura même fait marche arrière. Donc c'est un équilibre que le monde politique doit tenir, auquel, j'allais dire, il est habitué. C'est sa noblesse quand c'est bien fait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le monde politique, pour le geste politique, de savoir justement ce qui va pouvoir être exigé d'une époque, comment est-ce qu'on peut pousser au plus loin les ambitions d'une époque, et comment est-ce que parfois il faut faire très attention parce qu'on est à deux doigts du précipice, et que là il faut peut-être un peu retenir son propre désir en fait. Un mot encore sur cette question du désir et de l'envie, peut-être plus tourné vers la génération émergente qui pourrait être finalement la génération témoin de la dislocation du projet européen ou de son effondrement, de sa disparition, ou au contraire peut-être la première génération a remanifesté une envie de s'en saisir pour la changer, pour la transformer, pour en faire peut-être l'espace de ses batailles, de ses combats, peut-être aussi le laboratoire de ses pratiques, à la fois dans le domaine culturel qui nous concerne, mais dont on a entendu aussi bien sûr les limites tout à l'heure, et je pense qu'on est aussi engagé à cet endroit-là. Mais pas seulement, j'entends bien entendu sur la question, par exemple, du climat qui a été évoqué hier, etc. Est-ce que vous disiez dans une interview je crois que c'était sur France Culture, que la question de la paix, qui a été pendant longtemps le moteur, un des principaux moteurs de légitimation du projet européen, était aujourd'hui un sujet qui échappait aux nouvelles générations parce qu'il n'était plus suffisant, entre guillemets. Oui, c'est un constat que je fais d'ailleurs assez tristement, parce que c'est une merveilleuse, non seulement merveilleuse idée, la paix, mais une merveilleuse réalité, et c'est surtout quelque chose qu'on devrait encore aujourd'hui pouvoir totalement mettre au crédit de cette construction européenne. Nous vivons en paix depuis longtemps, et il y a, quand je disais dans le texte, il n'y a pas d'époque heureuse ou paisible, il y a très peu de générations qui n'ont pas connu de guerre directe. Donc ça devrait encore faire partie d'une raison d'aimer le cadre politique dans lequel nous vivons, mais force est de constater que ça ne prend plus, c'est-à-dire que ça ne suffit plus. Probablement d'ailleurs parce qu'on a trop bien réussi et que donc la paix semble acquise. Donc je ne crois pas que ça soit sur cette idée-là qu'on arrivera à motiver les plus jeunes d'entre nous. Je ne crois pas que les jeunes générations vont mettre au premier plan cet aspect-là, en tout cas pas tant qu'il sera, à moins qu'il ne soit un jour extrêmement menacé, où tout d'un coup on se dira oui mais la paix c'était quand même bien, d'ailleurs je ne souhaite pas que ça vienne, donc laissons tomber pour l'instant, on vit en paix, on a la chance de vivre en paix pourvu que ça dure, mais si on veut mobiliser effectivement, ou surtout il ne s'agit pas tant de mobiliser, mais créer à nouveau de l'utopie européenne, je crois que c'est plus sur cette idée-là que ça peut se faire, je crois que c'est plus sur l'idée effectivement que ce que les anglo-saxons appellent le care, alors j'aime pas beaucoup ces mots à la mode tout d'un coup qui remplissent une époque, mais de fait je crois que celui-là est assez pertinent parce qu'il peut s'entendre à la fois comme un désir de, maintenant qu'on a un peu avancé quand même par rapport à il y a 50 ou 60 ans, de dire qui n'a pas avancé avec nous, se retourner un petit peu et prendre le temps de dire ok, on a fait un certain nombre de pas, mais il y a encore des endroits où ça n'a pas du tout bougé, des segments de la population, de nos populations européennes, d'activités, et donc le care, ce serait aussi ça, prendre le temps de faire avancer tout le monde, mais c'est aussi ouvert sur effectivement les questions d'environnement. Moi, je suis persuadé que l'Europe a une carte à jouer de ce point de vue-là, parce qu'elle fait partie quand même du monde riche, très nettement, avec les États-Unis, avec un certain nombre d'autres pays ou d'autres zones, que donc elle a peut-être plus que d'autres endroits du monde les moyens de se poser ces questions-là, d'y réfléchir. Elle est certainement capable, j'allais dire, d'un point de vue de la technologie, ou en tout cas du savoir-faire, de se les approprier, de trouver des solutions. Et ça peut être un élément qui remette au cœur du projet européen un petit peu d'utopie, enfin de rêve, de passion.
si on montre par notre exemple qu'on peut faire autrement chez nous, c'est une belle manière de retrouver une place enviable. En tout cas, une plus belle manière, je trouve, que avoir toujours les yeux rivés sur le classement des pays les plus puissants et de se dire mais comment se fait-il que l'Europe ait perdu son rang au profit de la Chine et des États-Unis, et quand est-ce que nous redeviendrons la première zone économique, militaire, etc. Moi, c'est pas là-dessus que vous arriverez à me motiver. Si le jeu n'est que celui-là, c'est-à-dire dire c'est trop triste, on était les maîtres du monde, on ne l'est plus, comment faire pour le redevenir, non, ça ne marchera pas. Or, quand on écoute un petit peu, y compris dans les discours politiques de gens qui ne sont pas du tout extrémistes, hein, on a l'impression que souvent, en fait, le rêve européen se limite un peu à cela, c'est-à-dire redevenir ce que nous étions. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, je veux dire, encore une fois, ce classement-là ne m'intéresse pas. Par contre, créer des zones exemplaires, aussi bien sur la relation avec l'environnement que sur la relation du... Alors, le bonheur du citoyen, ça fait un peu la série, vous savez, où tout le monde vivait sur une île avec des petites voitures de golf, là, le prisonnier. Mais quand même, la question du bonheur individuel, c'est-à-dire à la fois de ses libertés et de sa capacité de vivre la vie qu'il a envie de mener, là, en Europe, on a quand même un certain nombre de choses à dire, à montrer, à porter. Et donc, voilà, je pense que c'est sur ces choses qui peuvent paraître très simples. Mais juste pour finir, c'est une énigme encore avec les valeurs européennes. Je pense qu'elles existent, et il y a simplement une marche qui n'a pas été franchie, qui est de les revendiquer ou de les aimer. La liberté du mariage, et notamment les avancées sur le mariage gay, les politiques vis-à-vis de l'IVG en Europe, les libertés individuelles, la séparation de l'Église et de l'État, toutes ces choses-là définissent en fait ce que nous sommes. Et je pense que beaucoup d'entre nous en sont extrêmement fiers ou extrêmement attachés, et que si on venait essayer de les attaquer, on serait outré et on se rebellerait. Pourquoi est-ce que ces choses-là ne sont pas mises directement comme étant effectivement ce que nous sommes, ce qui nous définit? Moi, ça, j'ai toujours du mal à le comprendre. Et pour finir avec un exemple très concret, c'est vrai que les États-Unis, par exemple, qui sont quand même une zone et un pays relativement comparables, à la fois d'un point de vue de la richesse, d'un point de vue du pouvoir, d'un point de vue des libertés individuelles, de la démocratie, etc. Mais enfin, quand même, moi, je trouve que on pourrait définir l'Europe comme étant une zone politique où il n'est pas écrit sur nos billets de banque « In God we trust ». Ben oui, et aux États-Unis, oui. Et le rapport à l'IVG aux États-Unis est compliqué. Il me semble que, en fait, nous sommes allés beaucoup plus loin qu'on a l'impression d'être allés. C'est toujours cette question-là, c'est que le ressenti européen est moins fort que la réalité européenne de nos vies, et ce fossé me navre un peu. Donc effectivement, on espère que les générations, à la fois la mienne, je ne veux pas me défausser, on a encore un petit peu de boulot à faire, mais les générations suivantes sentiront en fait ce qui est déjà leur identité et ce à quoi ils ne veulent pas renoncer parce que c'est acquis. Un dernier mot avant de proposer à Anne de conclure en lecture. Pourquoi l'image du banquet? Je reviens pour conclure au titre, mais finalement, qu'est-ce que c'est ce banquet des peuples? Eh bien, je voulais un banquet parce que un banquet, c'est une grande réunion où il y a beaucoup de monde autour de la table, mais on peut s'engueuler, on peut se dire ces quatre vérités, on n'est pas tous d'accord, mais a priori c'est quand même festif. Et je pense que ça signe bien tout ce qui manque dans le débat européen, c'est qu'on a l'engueulade, on a la grande réunion, mais on n'a pas encore le côté festif. Donc oui, le banquet c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est ma part d'utopie à moi, c'est que les tables européennes soient des banquets, et puis ça fait une espèce de boucle avec justement cette date de naissance que j'ai choisie et qui est artificielle bien sûr, hein. L'Europe ne naît pas en 1848, mais moi dans l'extrait qu'on a entendu, je choisis cette date-là parce que c'est aussi l'époque où justement les gens qui réfléchissaient sur ce qu'on a appelé plus tard le printemps des nations, ce moment où l'Europe commence à se créer, enfin sur la question des nations commence à agiter le monde politique et à le contester. En fait, c'est un mouvement européen qui naît à Palerme, qui part ensuite à Paris. Il y a des révolutions partout. C'est comme ça c'est comme une coulée de poudre, et c'est très important. Et c'est lié au banquet. C'est-à-dire que comme les réunions politiques étaient interdites, on prenait le stratagème de faire des banquets. On disait qu'on mangeait entre amis et en fait c'était des réunions politiques. Donc voilà, que les réunions politiques d'aujourd'hui redeviennent des banquets avec le côté à la fois festif et subversif me semble une belle manière. Et puis une toute dernière raison, c'est que
je connais énormément de pays européens où, au fond, le vrai sujet important, c'est pas tout ce que je viens de dire depuis 1 heure, c'est qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, est-ce que tu connais ça, est-ce que tu sais faire cette chose-là, et le banquet porte ça aussi, c'est le plaisir de la table, tout simplement, donc du partage, donc de la nourriture spirituelle, intellectuelle, mais aussi de manger ensemble, ça n'est pas rien. Donc pour toutes ces raisons-là, ça me semblait être un joli mot. Donc on termine avec ces mots du banquet, justement, on va un peu vers l'utopie. Dernier extrait du dernier chapitre 16. Grand banquet, il est temps, maintenant, d'amener toutes les idées et de les brasser. Grand banquet de chahut, de distorsion. Il faut que ça secoue, sans quoi les partisans de la haine facile l'emporteront. Il est temps d'inventer. Nous voulons une zone de décroissance. Vous vous souvenez de la surchauffe, la jument-machine, plus vite, plus fort? Nous savons où mène l'hypercompétitivité et l'appétit forcené. Nous pouvons être la plus grande zone d'économie mesurée. L'Europe crève de notre appétit, crève de ce désir de la fouiller toujours plus profond, puits de pétrole, gaz de schiste, mines à ciel ouvert, énergies fossiles qui se tarissent. Nous pouvons inventer autre chose que le libéralisme torse nu exhibant sa puissance. Encore, venez, soyons nombreux et dites l'utopie. Nous voulons que notre nation de nations ait un nouveau but, pas celui de dominer le monde. Du temps où nous étions empire, nous avons régné sans partage, avec morgue et férocité, pompant les peuples et les richesses. Nous étions aussi laids que ceux qui règnent aujourd'hui. Et puis, nous sommes morts. Les empires tombent, s'effritent et disparaissent. Nous savons ce que c'est que l'éclipse. Tant de fois, nous sommes morts. Régner, puis disparaître. Régner, puis disparaître. Peut-il y avoir une leçon dans ces évanouissements ? Aujourd'hui, à nouveau, nous voulons être forts et prospères, mais il y a toujours des États prolétaires. Est-ce qu'à nouveau, notre progrès sera leur exploitation? Ne savons-nous vivre qu'au rythme des cycles de domination qui varient selon la valse des matières premières? Est-ce cela, notre projet? Dominer, ce qui veut dire soumettre? Nous avons des rêves plus grands. Nous voulons inventer un rapport d'équilibre qui ne soit pas celui de l'exploitation voilée pour ne plus fouler aux pieds, comme 1000 fois auparavant, les peuples humiliés. Venez, dépêchez-vous. Fracas et utopie, apportez tout avec vous. Que l'Europe redevienne l'affaire des peuples. Ce sera heureux. Approchez, chauffe, tourne, comme à l'origine, mais non pas de vapeur-sueur cette fois, non. De rage et d'idées. Chauffe, tourne. C'est cela que nous voulons, que l'ardeur revienne, que l'Europe s'anime, change et soit à nouveau pour le monde entier le visage lumineux de l'audace, de l'esprit et de la liberté. Merci infiniment à tous les deux. Merci Anne de Boissy, merci Laurent Godet. Merci.